Bonjour, bonjour à tous, bonjour Alexandre. Bonjour Marc. Alors, je suis avec Alexandre, on est quel jour aujourd'hui? On est le 14 mars, il est 22 heures pour moi à Hong Kong et toi tu es à Moscou, il est 17 heures, c'est bien ça? Exactement. Alors, comment ça va à Moscou? Quel temps il fait aujourd'hui? Il fait froid? C'est comment là? Alors, je publierai une vidéo ce soir, j'ai fait dans la rue aujourd'hui. Ah, Aujourd'hui, c'est absolument exceptionnel. On sent le printemps. La neige a quasiment entièrement fondu. Je crois qu'il a fait 6 degrés. Aujourd'hui, 6 plus 6 6, qui est degrés? ultra rare. Ah ouais, c'est ultra rare. Ah, D'habitude, il 6 neige, degrés, il ça fait veut dire froid. quoi? Il fait chaud, tu es en train de me dire? Très chaud. Euh, il fait très chaud pour Moscou mi-mars. Et voilà, on est la veille des élections présidentielles qui commencent demain. Voilà, on a une ambiance printemps et des oiseaux, on entend les oiseaux, il y a quasiment plus de neige, donc il y a la lumière depuis 3 jours, c'est assez étonnant, donc il y a une ambiance très apaisée et positive. D'accord, oui, j'ai vu ta vidéo sur Telegram aujourd'hui, tu as montré la fin de l'hiver. Et ben voilà, c'est ça. Et ça me rappelle quand je suis venu en fait, je suis venu en Russie il y a exactement 1 an. Là, on est le 14, je me rappelle, j'avais fêté mon anniversaire le 21 mars à Moscou l'année dernière je savais pas que c'était pas forcément le meilleur moment pour venir parce qu'en fait, c'est pas l'hiver et c'est pas le printemps et on m'avait dit que ça s'appelait Raspoutine, c'est quand la neige fond et que c'est pas très beau, c'est un peu Il y a de sale, la boue, il y a de c'est la sale. c'est Ouais, donc en fait, je me rappelle, je marchais dans la rue, de temps en temps, il y a les voitures qui roulaient, j'ai dit: «Oh putain, merde!» Voilà, complètement ça. mais bon, c'est sympa C'est quand même. complètement ça. Voilà et en fait, ça dure pas longtemps, ça dure 2 3 semaines, c'est ça? Ah, bah alors ça peut durer longtemps en fait. Ça peut durer On longtemps? peut avoir, Mmh. il y a des sorties d'hiver, il y a des sorties d'hiver lentes et longues en fait. Moi, ça fait 16 ans que je suis en Russie et 16 hivers, on dit. Et il y a des hivers, il y a des sorties longues où ça peut durer des semaines et des D'accord, semaines de boue, de saleté. Après, il reneige un peu, ça OK. refond, qui est pénible parce qu'on est fatigué à la fin de l'hiver quand même. Il a fait froid et on a Mmh. envie que ça se termine, ça s'arrête et qu'enfin le printemps et l'été arrivent. Et des fois, ça met du temps à venir. Moi, je me souviens de neige fondue début mai à Moscou. Mmh. OK. Il neigeait début mai. Ouais. Très bien, très bien. Moi, je reviendrai en été pour voir ce que c'est, Ça vaut le coup. donc c'est pas trop froid. Voilà, pour Ça Hong vaut le coup Kong, l'été. parce qu'à Hong Kong, même 6 degrés, c'est très froid à Hong Kong. En moins de 15 20 degrés, c'est froid. La plupart du temps, il fait 20 30 degrés à Hong Kong, plus. Voilà, très bien. Alors, Alexandre, on a eu l'occasion déjà de t'interviewer en quelque sorte dans le cadre d'un article. Je t'avais envoyé des questions écrites en avril. Donc, dans Tout à cet fait. article, tu t'es déjà présenté, tu as expliqué ce que tu faisais en Russie, et cetera. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu l'article, je vais quand même le mettre en lien. Est-ce que tu peux à nouveau te présenter et dire, voilà, pourquoi tu es en Russie, qu'est-ce que tu fais et donc pourquoi tu aides les Français à s'expatrier en Russie? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Parce que c'est pas si j'ai bien compris, c'est pas ton activité principale au début, mais tu as décidé d'aider les Français à s'expatrier. Donc ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Alors depuis le début, moi je suis arrivé en Russie à 16 ans, à 30 ans. C'était un peu un choix et une opportunité aussi, concours de circonstances de vie, je voulais partir travailler à l'étranger. J'avais, en projet initial la Chine où j'avais travaillé en 2005-2006 et puis finalement, le destin m'a amené en Russie, pour plein de raisons. Le pays m'intéressait, ça reste l'Europe dans un sens, large, ça reste européen. Et puis, ma future femme, ma copine de l'époque était, une Russe de France qui terminait ses études, qui elle voulait aussi, repartir habiter en Russie. Donc, je lui ai proposé de prendre un avion de France pour aller en Chine et finalement elle m'a dit: «On s'arrête à mi-chemin» et on s'est arrêté en Russie. Bon, donc c'était le bon choix et puis en Russie, de fil en aiguille, on s'est mariés. Donc je suis marié, je mon épouse, on a 2 enfants, et puis, on a développé des activités de 2 entreprises qui travaillent dans le domaine des ressources humaines. Donc la première, c'est un cabinet de recrutement et le deuxième, c'est un cabinet d'accompagnement des entreprises, des entrepreneurs en Russie qui fait principalement du portage salarial, de la gestion comptable, de la représentation. Donc on est un petit peu en front pour des entreprises de petite et moyenne taille qui ont des projets sur la Russie, mais qui n'y vont pas directement ou alors on embauche des gens en fait qu'on loue à des entreprises russes qui ne peuvent pas les embaucher en direct. Donc c'est plutôt du B2B quand même et à partir tout au long des années 2015, 16, 17, j'ai, régulièrement eu des demandes de particuliers, d'individus, de personnes pour venir travailler en Russie, des particuliers, mais avec des profils plutôt, à l'époque, on va dire, plutôt caractéristiques typiques, c'était un homme qui, veut partir en Russie pour le travail et pour refaire sa vie sentimentale et parce qu'il y a toujours eu une espèce d'image de l'épouse russe, idéale, donc c'était plutôt ce segment-là et puis à partir de 2020, j'ai eu des demandes un petit peu différentes sur des gens, des familles, des gens plus aisés, des gens qui avaient des convictions et des motivations à vouloir s'installer en Russie pour quitter la France.
mais vraiment une volonté de s'installer en Russie parce que l'épisode Covid, ils l'ont mal vécu et que ça a été pénible et que ça leur a éclairé un petit peu, ça leur a donné une vision un peu différente des choses, des systèmes. Ils ont perdu confiance beaucoup dans le système de gouvernance, à mon avis, française, si on parle des Français. Et donc, ils se sont dit, on est beaucoup plus libre en Russie, paradoxalement, sur ce plan-là, en tout cas. Et donc, j'ai commencé à accompagner les gens. Puis après, en 2022, il y a eu le début des grands événements en Ukraine. Donc là, le flux s'est complètement arrêté, c'est normal. Et là, c'est encore paradoxal et incroyable. Le flux ne cesse d'augmenter et les gens qui accompagnent les étrangers vers la Russie, moi j'accompagne les Européens francophones, les Canadiens, etc. Il y a un Américain qui accompagne les Américains, un Australien qui accompagne les Australiens. On est juste submergé. Submergé de la demande d'Européens et d'Occidentaux qui veulent partir en Russie. Et de façon très étonnante, le conflit en Ukraine a été pour beaucoup une sorte de révélateur. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui adhèrent totalement, profondément, des gens intelligents, érudits, qui adhèrent un petit peu à la vision qu'on peut retrouver dans le livre d'Emmanuel Todd, La défaite de l'Occident, où lui, il dit qu'en fait, l'Occident, dépendamment des évolutions militaires, mais que l'Occident va perdre globalement son statut de par ce conflit. Il y a beaucoup de gens qui croient à ça, qui voient que la situation économique se détériore beaucoup en Europe de l'Ouest notamment, alors que paradoxalement, malgré tout ce qui se passe en Russie, elle s'améliore. Et donc, voilà. Et donc, moi, comme j'ai fait ce parcours migratoire à l'époque, plus jeune, en passant par tous les statuts administratifs et en faisant toute la boucle, s'installer, logement, famille, école, enfants, papier, etc., entreprise, emploi salarié, etc., ben, cette boucle, j'ai décidé de la condenser. Et donc, j'ai créé quelque chose qui s'appelle la Ruspatriation, qui est un module sur mesure d'accompagnement des particuliers pour les aider à construire leur projet Russie, qui viennent travailler, vivre à plein temps, à quart temps, à mi-temps, peu importe. Mais en tout cas, leur projet Russie, je les aide sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de dimensions différentes, que ce soit sur la partie conseil en amont, budgétisation du projet, réalisation technique, création d'entreprise, gestion comptable de leurs entreprises, embauche, aide à chercher du travail, la dimension migratoire avec l'obtention des permis de travail, séjour, résidence, l'immobilier, etc. Donc, on a maintenant un gros scope de services. On est 4 personnes à travailler sur la expatriation. Et voilà, on a aussi une dimension touristique, on travaille maintenant avec, on a un module touristique simple pour accompagner les gens à visiter la Russie. Et puis moi, j'ai un module touristique un peu plus perfectionné pour le premier voyage, qui est un module de mise en contact avec des gens qui viennent avec le réel, c'est-à-dire d'aller voir, visiter Moscou par exemple. On le fait dans différentes villes, mais visiter Moscou par exemple. Et puis, durant le séjour, d'aller visiter les bons quartiers, les mauvais quartiers, d'aller à l'administration, d'aller voir comment c'est un hôpital, de visiter une clinique, de comprendre comment le système médical fonctionne, d'aller rencontrer des entrepreneurs, d'aller dans le métro à l'heure de pointe, de partir en banlieue, d'aller marcher la nuit, de faire des bons restos, des mauvais restos. Donc voilà, donc de voir un petit peu toutes les facettes et les diapasons très élevés qu'il y a entre le Et tout bon. ça en français? Ben, j'accompagne principalement des Français, donc oui, je le fais en français, ouais, bien sûr. J'accompagne des Belges, des Suisses, des Français, des Canadiens. J'ai mes premiers touristes, même du Maghreb actuellement, qui vont venir, qui ont des gens qui ont des velléités d'entreprendre et s'installer en Russie. Donc oui, oui, il y a vraiment une demande énorme de gens qui veulent pas seulement voir la dimension, le beau, le touristique, le classique, la place rouge, mais ils veulent gratter plus en profondeur pour voir à quoi ça ressemble la vie réelle en Russie. Mhm. Et c'est ce que je fais. Et je leur permets de voir à quoi ça ressemble et de leur permettre ainsi de se projeter et d'imaginer si c'est pour eux ou pas. Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Est-ce que c'est juste le fait que tu vois qu'il y a le besoin, il y a une offre, une demande, donc c'est du business is business? Ou est-ce qu'il y a un petit peu le fait que tu sois un peu patriote français, tu as envie d'aider tes compatriotes ou des gens, ça te fait plaisir, il y a ça un petit peu derrière ou pas du tout? Alors, il y a des gens qui ont deux personnalités. Et moi, c'est pareil. J'ai une dimension patriote française où j'ai envie d'aider des Français qui ont envie de se sortir de l'ornière dans laquelle l'Union européenne emmène la France. Et de l'autre côté, j'ai une dimension patriote russe de plus en plus prononcée où je pense que faire venir de bons immigrés est un plus pour la Mmh. Russie. Donc, c'est un cumul. Et oui, je le fais aussi pour des raisons économiques, puisque c'est devenu une partie maintenant de mon métier, puisqu'on fait des choses quand même très compliquées. Les gens pensent que tout ça est simple, mais non. De condenser du retour d'expérience, de faire de la pratique, c'est quelque chose de très compliqué. Donc je le fais plutôt pour des raisons qui me plaisent. C'est quelque chose que je pense bon et juste. Et en même temps, c'est une activité qui tend à devenir une partie d'un business. Ouais. Et tu es aussi, tu as acquis la nationalité russe? Oui, alors Donc moi, tu je es suis né français, binational? mais oui, j'ai pris la nationalité russe en 2016 par choix. D'accord et tes enfants, sont russes aussi? Sont Ils sont franco-russes? binationaux. Ouais, ils sont Binationaux? franco-russes. Ouais. D'accord.
Très bien. Alors, donc, tu dis que la demande a augmenté depuis 2020 et ensuite elle s'est stoppée quand la guerre a commencé. Ensuite, elle Bien a sûr. redémarré et maintenant ça augmente. Alors, donc, depuis que la guerre a commencé, combien de Français sont venus, combien tu en as accompagné et quelles sont les raisons pourquoi ils veulent venir alors que c'est encore, bon, on est encore dans le conflit? Alors, en 2023, j'ai consulté entre 200 et 250 personnes. J'ai accompagné physiquement en Russie, je pense, près d'une peut-être 25 personnes sur des séquences longues, hein. Et là, le volume cette année en 2024 est beaucoup plus intense. Parce qu'on a, maintenant, on accompagne, mon épouse, on se partage, mais on accompagne des gens quasiment toutes les semaines. Et j'ai de plus en plus de demandes de gens qui réfléchissent à un projet ou qui se disent tiens, ça m'intéresse, je voudrais, ou je pense, ou peut-être, où est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je sens que la demande ou la réflexion vis-à-vis de la Russie est croissante. Les profils sont très variés. Il y a des hommes qui viennent pour des convictions idéologiques et en plus se disent tiens, je vais refaire ma vie sentimentale. C'est des gens qui ont plus de 40 ans, 45 ans. Il y a des familles complètes franco-françaises, canadiennes, belges, suisses qui viennent avec ou sans enfants. Il y a des gens qui ont des enfants âgés. Il y a des gens qui ont des enfants en bas âge qui viennent maintenant s'installer. Là, on est en train de réfléchir à créer un service pour les enfants, pour leur permettre ces enfants d'être russifiés et d'être intégrables au système scolaire russe. Donc, il y a des gens qui ont des enfants, il y a des femmes seules, beaucoup de femmes seules, ce qui est très surprenant, des Européennes de 45 ans, de 50 ans. J'ai accompagné des Européennes de 26, 27 ans qui sont venues refaire leur vie toutes seules en Russie. C'est fascinant. Donc, il y a vraiment des gens d'un spectre très, très large, avec des gens très aisés, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, des gens jeunes, des gens plus vieux. Il y a beaucoup de retraités qui ont envie de s'installer en Russie. Voilà, donc il y a vraiment un scope de gens. La motivation un peu commune à tous ces gens, c'est ce qu'ils ressentent comme une perte de valeur euh, civilisationnelle en Europe de l'Ouest, avec une dégradation des relations entre les gens, une augmentation de la sécurité, toute l'évolution sociétale que l'Europe de l'Ouest et l'Occident connaît, le wokisme, le LGBT excessif, ça bloque énormément de gens. Je les comprends. Et donc, ils viennent en Russie parce qu'en Russie, il n'y a pas ça. Voilà. Ils veulent que leurs enfants grandissent tranquillement dans un environnement un peu plus protégé. Et ils ont la sensation, à raison, que la Russie est un environnement dans lequel, sous beaucoup d'aspects, on protège et la famille et les enfants, mais la Russie, c'est un pays où il y a beaucoup de divorces, la Russie, c'est un pays où il y a eu jusqu'à peu beaucoup d'avortements, et donc, etc. Mais c'est des grandes contradictions russes. La Russie est un pays de contradictions. Et l'important, quand ils viennent avec moi, c'est que je leur montre, je leur pointe du doigt, je leur montre les contradictions, parce qu'il faut les absorber, ces contradictions, pour savoir si on est bien dans cet écosystème, en fait. D'accord. Alors maintenant, imaginons qu'on a des Français qui sont prêts à faire le pas. Alors, je suis ton actualité, j'ai vu ton annonce. Tu as écrit, pour information, tous les mardis, je vois une newsletter gratuite qui s'appelle Le Rêve russe. Et Oui, ça s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la réalité de la Russie d'aujourd'hui. Donc, oui, qu'est-ce que tu entends par la réalité de la Russie d'aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est vraiment la Russie? Dis-nous la vérité. C'est comment la Russie? Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent que la Russie, c'est devenu tout pourri. Il y a plein de trucs qui manquent. Il y a plus de Coca, de McDo, tout ça et ça. Mais voilà. Alors moi, je suis venu il y a un an, j'ai vu que la vie était quasiment tout à fait normale. Effectivement, il n'y a pas de McDo, etc. Mais ça a été remplacé par autre chose. Ce que j'ai oui. vu, moi, ça m'avait semblé bien. Voilà, mais qu'est-ce que tu peux dire aux Français là qui s'imaginent des choses voilà, c'est comment la Russie? Dis-nous la vérité en tant que Russe qui est Ah. depuis longtemps franco-russe. Là. Alors, c'est compliqué. Ben, en fait, oui, tous les mardis, pour cette raison que tu viens de dire, moi, j'écris je publie une newsletter. J'ai aussi fait un livre blanc gratuit que les gens peuvent télécharger, un livre blanc dans lequel je parle de la Russie sous plein de dimensions. Ben, la Russie, le problème, c'est qu'il n'y a pas une Russie, il y a des Russies. Donc, la Russie, c'est un pays. Il y a une Russie des grandes villes modernes, c'est le 22e siècle. Il y a une Russie du sud du pays, dans le Caucase, très traditionnelle, c'est le 19e siècle. Il y a une Russie pauvre des petites villes. Il y a une Russie des campagnes en autonomie totale et qui vit au rythme des récoltes. Il y a une Russie encore soviétique. Il y a une Russie de villes mono-industrielles. Il y a une Russie de villes comme Moscou qui sont des capitales ultra connectées, modernes, digitales, où les styles de vie, les mentalités des gens sont très alors, ils ne sont pas progressistes sociétalement, c'est ça la grande force, mais ils sont très modernes tout en étant, au niveau de la technologie, des outils, de la digitalisation, tout en restant relativement conservateurs dans le mode opératoire, la relation entre les hommes et les femmes, la notion de famille, Comme etc. la Donc, c'est un plupart des villes mixte en Asie, je suppose. totalement. Voilà. Moscou et la Russie, dans sa partie émergée de surface et développée, c'est majoritairement un pays qui est à dominante, on va dire, slave orthodoxe, 70% à peu près des habitants,
Mais dans les faits, le mode opératoire d'organisation du territoire, des villes, etc., c'est très asiatique dans le progrès, la digitalisation et l'organisation. Avec cette différence, c'est que les villes soviétiques sont beaucoup plus espacées, aérées et vertes que les villes asiatiques, je pense, en général. Donc, il y a plus d'oxygène. Voilà. Mais la Russie, c'est un pays de contradiction, en fait. Il faut comprendre que c'est un pays de contradiction. C'est un pays traditionnel dans lequel il y a encore un fort taux de divorce. C'était un pays conservateur dans lequel, jusqu'à peu, dans lequel il y a des divorces. C'est un pays dans lequel les élites politiques poussent un modèle traditionnel et de valeurs, mais dans lequel les gens sont très libérés, paradoxalement, dans leur vie de tous les jours. C'est un pays qui a un système politique, on parlera tout à l'heure peut-être de l'élection, mais voilà, qui est assez vertical. Donc, c'est un pays avec beaucoup de place, mais les gens sont concentrés dans des villes à l'ouest du pays. Il y a plein de contradictions comme ça. C'est un pays avec beaucoup de contradictions, d'illogisme. On dit souvent en russe, umom rasi n'est pas niat, il n'est pas possible de comprendre la Russie, en fait, l'esprit russe, l'essence de la Russie. Et en fait, c'est vrai que c'est ça, parce qu'on a toujours quelque chose et son contraire à côté. Et donc, il y a une forme de. Ça a développé une forme de fatalisme dans la société russe où les gens font avec, c'est comme ça. Et la grande difficulté pour les Européens, qui sont souvent très cartésiens, organisateurs et qui veulent tout prévoir, c'est qu'en Russie, on ne peut pas prévoir les choses. Donc, il faut accepter de vivre dans un monde qui change très vite. Ça, c'est aussi une grosse différence avec l'Europe. La Russie, ça change très vite. Ça évolue très, très vite. Et globalement, tu parlais tout à l'heure, enfin, tu me demandais pour la vie de tous les jours, les sanctions. Non, mais la vie en Russie, c'est absolument génial. C'est qu'en fait, alors, si on parle de la vie dans les villes russes, ben, c'est des villes propres, c'est des villes sans insécurité, c'est des villes où tout est facile, il y a du service maximal 24/7. On peut sortir à 4 heures du matin acheter à manger, on peut se faire livrer. C'est une ville dans laquelle, si on parle des grandes villes développées, bon, Moscou, c'est vraiment, tout est digital. Tu payes ton parking en un clic, tu t'inscris à la clinique en un clic. Tu as la base ton carnet de santé est en ligne, tu le complémentarises par clic. Tu peux uploader des trucs dans ton carnet de santé, ton médecin se connecte, il les prend, il les lit, il revient, il modifie. Euh, tu as une ville où le confort de vie, tu peux louer une voiture en un clic. Tout est très rapide, digitalisé. Et il y a vraiment une optimisation forte maintenant de l'organisation du territoire. C'est beau. Les illuminations sont magnifiques, toutes les façades sont nettoyées, il n'y a pas une poubelle crevée. C'est presque trop, on se dit c'est trop parfait. Il y a des robots livreurs qui roulent la nuit avec des lumières rouges. Là, ils vont livrer par drone. Je veux dire, il y a des taxis sans chauffeur qui apparaissent, il y a des hélicoptères, ça fait du taxi hélicoptère. Il y a tout. Donc, il y a toutes les cuisines du monde. Il y a tous les magasins. Alors oui, il y a des marques qui n'existent plus. Ouais, on n'a plus McDo, on a Vkusna et Tochka. C'est bon et point. Ça veut dire, on a plus Ikea, mais bon, Ikea produit en marque blanche sur Yandex. Donc, il n'y a plus certains produits. Si vous voulez acheter une voiture Kia, bah, elle n'aura pas marqué Kia dessus. On vit très bien sans tout ça. Tant qu'il y a des produits de qualité, que la marque soit plus là, Ouais, il y a le marketing l'équivalent. était très fort. Ouais, il y a des équivalents. Et globalement, on n'a plus de Coca à une époque. Donc, après, ils ont créé des analogues. Et en fait, quand tu es arrivé, il y avait l'explosion des analogues il y a un an. Et là, en fait, par les circuits via pays tiers que sont Dubaï, la Turquie, le Kazakhstan, qui eux font du commerce, qui ont envie de commercer, eh ben, le Coca est revenu. Donc, tu as l'analogue russe de Coca qui n'est pas du Coca, et tu as du Coca, mais il vient de Dubaï. Donc, c'était à Moscou. En fait, maintenant, j'ai les deux produits. Hmm. Donc, Je l'ai vu non, il manque pas grand-chose. quand je suis venu il y a Il un an, manque, j'en voyais du Coca. C'était du vrai Coca ou ouais, c'est l'analogue? ben, si c'est Coca-Cola avec la bouteille traditionnelle, c'est du vrai Coca qui était là. Mais D'accord. tu as dû en voir, il y en avait à Moscou. Hein. Ça n'a pas disparu complètement. Mais Ils ont si c'est une essayé. bouteille de Coca, c'est le vrai Coca. Si c'est un analogue, c'est une autre Ouais. marque. Ils font pas du fake. Ils font pas du. Non, Bon, d'accord. non, non, il y a eu plusieurs appellations, mais voilà. Donc en gros, le McDo devenu Vkusna et Tochka, il y a des micro-changements dans certains goûts, certaines sauces, certains produits. Mais bon, voilà, c'est à 5-7% différent. Donc c'est quasiment pareil en fait. Donc c'est ça qui est assez surprenant aussi. Et voilà, donc non, la vie de tous les jours est assez agréable. Il y a des difficultés que sont le climat. Il fait froid, dans 80% du pays, il y a de la neige et il neige beaucoup dans le nord. Mais voilà, ça, c'était avant les sanctions, ce sera après les sanctions. Pays du Nord, un pays enneigé. Ok, mais là, on parle des produits comme Coca, mais les magasins, quand je suis venu, j'ai vu les magasins Dior, Chanel, L'Occitane en Provence. Pourquoi ils sont là? C'est le vrai magasin? C'est quoi? C'est les marques françaises qui les ont abandonnés gratuitement? C'est quoi? Alors, C'est vraiment il- géré par les QG en France ou pas? les pensées, mais tu l'as dit à haute voix. Bah, il y a eu trois modes opératoires. Le premier mode opératoire, c'est on s'en va, on ferme tout, on disparaît. Donc ça, c'est peut-être, je pense, sur 2 ans, allez, 15-20% des boîtes. D'accord. Après, il y a du management buyout, ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'en fait, les sièges ont cédé la filiale au management local
quitte à la rebrander en disant, vous voyez, hein, on l'a cédé au management local, mais c'est comme McDo, il y a des contrats avec des droits de retour sur 6 ans, 10 ans. Et puis bon, c'est un peu un tour de passe-passe. Et puis, il y a une troisième variante, c'est, alors, il y a des boîtes qu'on dit on reste et on s'en fout. C'est les grands retailers, c'est des boîtes dans le food et la pharma qui ont été assez préservées globalement des sanctions. Et puis, il y a des entreprises comme tu as cité l'Occitane. L'Occitane, ben, ils sont restés, ils ont juste changé le nom. Le nom était en latin, ils l'ont passé en cyrillique. Et ils ont dit, voilà, c'est plus nous. Enfin bon, je suis rentré, ça ressemble quand même. Ah d'accord. Ouais, c'est vrai, j'ai pas vu, j'ai vu que du feu, mais ça ressemblait vraiment. Je sais pas, Mais non, ah mais c'est les mêmes. mais j'ai vu C'est Dior les et mêmes. Chanel. Là, je pouvais pas me Oui, tromper. alors, Là, c'est oui. Et puis, tu vois, par exemple, Samsung a quitté la Russie. Mais officiellement, les magasins Samsung sont ouverts en Russie. Les mmh, magasins iPhone ont juste changé oui. de nom. Samsung est encore ouvert. Seulement Samsung Russie a dit on quitte la Russie. Le siège a dit Samsung quitte la Russie. Ouais, mais Samsung Dubaï est venu, est venu prendre la place. Donc en fait, évidemment que les sanctions ont réussi à impacter les filiales européennes en Russie. Mais pour les groupes mondiaux, c'est la filiale. La Russie est devenue la filiale d'un autre groupe, en fait, d'un pays qui, lui, s'en fout. C'est les pays arabes, c'est les pays, c'est la Turquie, c'est l'Asie, c'est les zones du monde où globalement, bah, même les Japonais, les Coréens, hein, c'est-à-dire l'Asie occidentale, l'Asie de l'OTAN, on va dire, je veux dire, ils sont encore là, quoi. Globalement, ils sont encore dans l'énergie, ils sont très peu partis. Ceux Mmh. qui sont partis, c'est les Européens. Donc c'est vraiment une méprise stratégique totale, à mon avis. Bah oui, mais ça fait quand même bizarre. Ça veut dire que Samsung n'est pas parti parce que Samsung Dubaï appartient quand même à Samsung, Corée. Non, non, Donc ça, finalement, non, c'est tout là, non? je confirme. Ouais, ouais, donc ils sont pas partis Samsung alors? Enfin, au final, non, ils ne sont pas partis. Ils ont communiqué au début que la Russie, ça ne va pas, c'est pas bien, et finalement, ils sont Mmh. restés. Mais en Et il fait, y a en beaucoup de gros, boîtes les de pays asiatiques qui ont fait ça, c'est on s'en va, c'est pas bien, mais au final, on est resté en fait. Non, on a mmh, repensé et finalement, on est resté. Donc, ils ont été plus malins. OK, intéressant. Alors tout à l'heure, tu as parlé de, un côté asiatique et un côté slave orthodoxe. C'est quoi slave orthodoxe? Est-ce que c'est la même chose que, occidental? Ça veut dire quoi slave? Bon, Slaves, c'est des populations ben, qui occupent cet espace aujourd'hui, on va dire, qui est sur le territoire bah, de l'actuelle Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie, qui déborde un peu sur les Balkans, et puis qui déborde un tout petit peu sur des zones comme la Pologne. Donc le monde slave, ben, il existe. Le monde slave, après, il est segmenté entre slave du Sud, slave du Nord. Et oui, la Russie est majoritairement, du point de vue ethnoculturel, un pays, on va dire, slave, peuple slave, ethnie slave et religion orthodoxe. Mais il y a un gros quart, presque un tiers de population qui n'est pas slave et qui n'est pas du tout lié à l'Europe. Il y a énormément de minorités, il y a énormément et globalement aussi, il faut savoir que l'expérience soviétique a quand même séparé l'Europe de l'Ouest et de l'Est. Donc les pays de l'Est sont restés quand même beaucoup plus, on va dire, conservateurs, protectionnistes. Ce qui est très curieux, c'est que le communisme a généré, après sa mort, du conservatisme un peu plus. La Hongrie est plus conservatrice, la Tchéquie est un peu plus conservatrice, la Russie est plus conservatrice, l'Ukraine, avec des excès et des contradictions fortes, elle est conservatrice, la Biélorussie l'est. Donc, ça a généré des régimes plus encadrants et moins d'involution sociétale. Donc oui, la Russie, elle est très tournée, elle a toujours été tournée vers l'Europe, surtout depuis maintenant 3 siècles limite. Ouais. Mais là, il y a un changement. Là, il y a un changement, à mon avis, profond et réel. Je pense que le grand balancier, le voyage épique de la Russie vers l'Europe s'arrête. Et maintenant, il y a un retour en arrière. La Russie va plutôt essayer de capitaliser sur sa position de puissance du nord de l'Eurasie. Et globalement, ben, si tu prends une carte de la Russie, que tu la renverses, c'est-à-dire que tu te mets debout sur le pôle Nord et que tu as la Russie devant toi, ben, tu vas voir que l'Europe, c'est un petit corridor. Et que par contre, l'énorme bloc qui est dessous, la Chine, jusque vers l'Inde, l'Iran, c'est toute l'Eurasie et l'Asie. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le voyage de la Russie pour les 2 prochains siècles, il va être vers l'Asie. Je ne crois pas du tout qu'il y ait de retour en arrière. Je pense que la rupture avec les Européens est assez forte. D'accord et on a parlé de bon, la vie, bon, ça se passe bien, on manque de rien, il fait un peu froid effectivement et cetera, mais après une grande Très barrière, froid. ce qui pourrait être une grande très froid, ce qui pourrait être une grande barrière, c'est la langue. Est-ce que si, voilà, on a un Français qui parle pas du tout russe, ils peuvent venir, est-ce qu'il peut vivre en Russie sans parler russe? Et s'il veut apprendre le russe, est-ce que c'est réel de manière réaliste, tu peux, l'apprendre facilement, rapidement? Comment ça se passe? Toi, tu parles couramment russe, comment tu as fait? J'ai galéré.
C'est une longue souffrance. C'est un chemin de croix qui ne s'arrête jamais. Le russe, c'est une langue très difficile. Très difficile, clairement. C'est une langue vraiment dure. Ah, vivre en Russie sans russe, ben, on peut toujours se débrouiller, se dépatouiller, mais c'est plus facile à Moscou dans les grandes villes qu'en province profonde, que dans le pays profond. Pour travailler, par contre, sans le russe, c'est quasiment impossible aujourd'hui. C'était possible il y a 15 ans, ça n'est plus. Et pour apprendre le russe, pour quelqu'un qui n'est pas trop âgé, qui est jeune, qui a le cerveau qui est encore capable d'absorber, je pense qu'il faut 3 ans. 3 ans et 5 ans pour vraiment déployer. Et donc, c'est hyper long. C'est long, c'est compliqué. Et c'est une langue qui n'est pas facile. Et le russe parlé en Russie aujourd'hui dans la vie, en tout cas, n'est pas vraiment le russe, pas exactement la même langue qu'on apprend en France. C'est-à-dire qu'en France, on apprend un russe un peu policé, joli, Académique, ouais, académique, théorique. exactement. Et que, voilà. Et donc, en fait, et puis il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que moi, ce que je vois dans les gens que j'accompagne, et depuis mon expérience de directeur de cabinet de recrutement, j'ai quand même fait venir plein de Français, c'est que la langue est une chose, certes, il faut parler. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi je ne sais pas comment on peut l'appeler, peut-être la compréhension, le savoir-être, le comportement, savoir comment les Russes se comportent, savoir comment se comporter, et eux te voient aussi te comporter de façon compatible avec eux. Donc il y a la langue, c'est une chose, mais il y a aussi le comportement, il faut savoir faire. Et ça, malheureusement, on ne l'apprend pas à Mm. Langso ou à l'INALCO enfin, en France, parce que il faut être sur place pour observer les gens et voir comment ils font dans la vie pratique tous les jours. Donc il y a la langue à apprendre, mais il y a aussi la russité, enfin le côté savoir, le savoir-être, le comportement, comprendre les mentalités. Et souvent, on a quand même une vision de la Russie quand on arrive, je ne sais pas si c'est pareil là-dessus, mais en France, quand on arrive, on a une vision assez transparente et, bon, je pense, complète du système. En Russie, un étranger qui arrive, il voit beaucoup la Russie de surface et le temps qu'il comprenne, qu'il gratte, il commence à aller un peu plus en profondeur avec l'apprentissage de la langue, avec la découverte du pays en profondeur, des pays, etc. Il découvre en permanence la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, faire le tour de la Russie et des Russes, c'est supra compliqué et c'est supra long. C'est un sujet d'étude très complexe. Ok, très bien. Alors, demain, il y a des élections en Russie. Donc, j'ai vu ta communication. Donc, il y a des informations qui sont passées. Donc, ça va durer 3 jours. Est-ce que tu peux nous dire en gros comment ça se passe, les élections en Russie? Qui est-ce qui vote? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment démocratique? Est-ce que les gens ont vraiment le choix? Dis-nous tout. Je vais tout dire. Ben, le... Alors, je fais une prévision osée. Je pense que Poutine va être élu. Mon pronostic, 70% des voix, 70% de participation. Alors, est-ce que les gens ont le choix? En fait, le problème, alors, il y a 4 candidats. Il y en avait 17 qui se sont présentés pour participer à la course. Bon, il y a eu des candidatures un petit peu folkloriques, on va dire, et qui n'avaient pas les reins financiers pour le faire. Il y avait des blogueurs, des machins. Bon, OK. Sur les candidats de partis existants en Fédération de Russie, on va dire, il y avait 5 candidats. Et il y en a un qui était un peu plus d'opposition que les autres, qui a vu son investiture refusée par la commission électorale pour des raisons administratives. Vrai ou pas, peu importe. Mais en tout cas, il était assez plausible qu'on ne le laisse pas participer parce qu'il avait pris des positions pendant la campagne qui étaient, à mon avis, des positions, alors, indépendamment de ce qu'on les juge pour ou contre, peu importe, mais en disant qu'il fallait, en gros, fallait lever le drapeau blanc avec l'Ukraine. Et effectivement, que ça n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, dans le débat public russe, ce n'est pas le moment. De la même façon qu'en France, il y a eu une journée politique à l'Assemblée nationale, je crois, hier avant-hier, ben, tous les partis de Le Pen à Macron ont dit soutien intégral à l'Ukraine. Personne ne va se permettre de dire non, moi je suis pour la victoire russe, il faut que la Russie gagne. C'est comme ça. C'est qu'il y a une espèce d'inertie qui est sur les gens et les systèmes et les partis politiques qui ne permet pas d'avoir en France, je parle. Et Il y ben en en a qui ont Russie, c'est voté pareil. non, il y en a qui ont voté contre l'aide à Ouais, l'Ukraine. enfin, Il y en a quelques-uns. quelques-uns, oui. Mais je veux dire, en Russie, aujourd'hui, il y a une inertie asymétrique inverse. Et globalement, le système politique qui s'est créé depuis 20 ans, il est cannibalisant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le même système qu'en France, simplement. C'est un système concentrique, dans le sens qu'il y a un pouvoir central. Il est de plus en plus omniprésent, puissant. Et donc, ces rouages partent dans les strates de l'administration et se crée ce qu'on appelle en Russie, c'est un terme, c'est la ressource administrative. C'est-à-dire qu'en fait,
L'État est partout. Et se sont créés des partis politiques de gouvernance. Au-dessus de ces partis, il y a des blocs encore plus élevés qui chapeautent ces partis. Donc, il y a des couches, en fait, et au-dessus, il y a un petit nombre de gens. Et donc, en fait, le ruissellement, il n'est pas comme ça. Le ruissellement, il est vertical. Et après, il est ultra vertical. Après, il part en horizontal et il touche toute la société. Donc, globalement, il n'y a pas d'espace, on va dire, je prends sous deux angles. Il n'y a pas d'espace politique, idéologique, économique pour qu'un parti politique puisse émerger en allant contre, on va dire, le parti dominant en Russie aujourd'hui, c'est ce qui est autour de Poutine, Russie unie, etc. Parce que toute la rhétorique qu'on peut avoir si on est ultranationaliste, si on est même un homme de gauche, si on est une espèce de Mélenchon russe, je ne sais pas, tout ça est déjà dans le discours de Poutine. C'est-à-dire qu'en fait, Poutine est de gauche et de droite, est à la fois globaliste, multilatéraliste et à la fois souverainiste. Il est hybride. Donc, c'est très dur à cerner. Et c'est très dur rhétoriquement de trouver une place de rhétorique qui s'opposerait à Poutine, parce que c'est impossible. Mm. Il n'y a pas de place, en fait. Donc, il y a ça qui est très cannibalisant. Et encore une fois, c'est créer une espèce d'énorme ressource administrative, une machine gigantesque qui absorbe tous les partis, qui prend, qui se développe, qui… Et donc, en fait, il y a comme une dimension un peu plus clanique, asiatique, là pour le coup, eurasienne, clanique, globale autour de la gouvernance. Et donc, cette espèce de monstre efficace qui gouverne, bah, il laisse pas de place à personne. Donc, il y a deux partis, parti communiste et parti libéral-démocrate, qui est un parti ultranationaliste qui sont là. C'est des partis qui faisaient 15-20% il y a 20 ans. Bon, ils vont tomber à 5. Demain, ça va être le début de leur fin. Le gros problème, c'est qu'en fait, il n'y a plus de place sur l'échiquier politique pour autre chose que l'instant que le poutinisme. Donc les gens, ben, de facto, les gens qui vont en Russie, encore une majorité de gens, une majorité, au moins 50 ou 60% des gens voient leurs conditions de vie relativement s'améliorer en permanence. Donc, il y a vraiment un soutien fort à la gouvernance russe parce que c'est la première fois dans l'histoire russe que la gouvernance, je ne parle pas des événements en Ukraine, mais de 2020 à 2022, on va dire, c'est de 2000 à 2022, pardon, c'est la première fois que la gouvernance en local, ben, on voit le maire de Moscou, font des choses pour les gens, en fait. La Russie sous Poutine, c'est la première fois des tsars au communisme, c'est la première fois qu'il y a une gouvernance qui fait du bien aux gens, qui organise les espaces publics pour les gens, qui prend en main les environnements pour les enfants, qui fait tout ça. Dans le système de santé, tout est repris en main. Donc, les gens sentent quand même sur la longue durée que leur niveau de vie et leur qualité de vie s'est bien amélioré, que l'hôpital est en bien meilleur état, que les routes sont meilleures, que les gens sont devenus meilleurs en Russie, tout simplement, qu'il y a 20 ans. Ils sont devenus plus développés, plus riches, ils ont plus voyagé, ils sont sortis beaucoup en Europe à l'époque, mais maintenant beaucoup dans le monde arabe, beaucoup en Asie. Tu vas en Thaïlande, c'est plein de Russes. Donc, Mm. donc, donc quand même, il y a un réel consensus, c'est un vrai problème pour les Occidentaux de comprendre ça, il y a un réel consensus aujourd'hui des Russes autour de Poutine parce que, parce que les Russes, les hommes et les femmes russes, ne fonctionnent pas comme les hommes et les femmes européens là-dessus. La femme russe, elle est, son mode opératoire, c'est l'émotion. Et l'homme russe, il vibre un peu plus au patriotisme. Et donc, en fait, qu'il y ait moins 1% de croissance, plus 3% de croissance, les impôts à 12 ou 4, les Russes s'en foutent. Ce n'est pas des éléments clés, c'est des éléments de discours politique en Europe, mais ce n'est pas des éléments de discours politique en Russie. Les Russes votent Poutine parce que Poutine parle leur langue et il est comme eux. Donc, il y a un effet collage sous Poutine. Et puis là, comme il y a la guerre, il y a un effet drapeau, qui, je pense, ne serait pas qu'en Russie, mais voilà, il y a un Oui, effet, partout on dans se le sert monde, autour même, du… même en Oui, France. Oui. même en Ukraine, on le voit aujourd'hui. Il y a un très fort effet drapeau. Donc là, paradoxalement, ces élections ont encore plus concentré et l'ensemble parce qu'il y a l'effet drapeau en plus qui se met dessus. Et puis Mm. globalement, moi je vous dis dans la société russe, les Russes ont toujours été très complexés vis-à-vis des Européens, très genre on est en retard. Là, avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les conneries pardon, qu'ont fait les Européens, je pense qu'il y a un effet aussi maintenant de défiance des Russes qui en ont marre. Je crois qu'ils ont un peu baissé les bras et donc ils vont moins se gêner. D'accord, il y a Ça plus de s'affirmer. fierté russe qui se développe. Beaucoup J'ai plus. l'impression, d'accord. Donc, si on Et comprend bien, quand oui. on est fier russe, on vote Poutine. Mm. Donc, si je comprends bien, pour être clair, euh, Poutine devrait être réélu très largement, mais c'est un vote d'adhésion pour diverses raisons que tu viens de mentionner. C'est pas de la, il n'y a pas de fraude.
C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas voter pour n'importe qui. Après, le bulletin est changé, etc. C'est pas de la fraude, c'est le système qui fait comme ça que les gens votent volontairement pour ça. Le résultat, il est réel. Alors, il y aura de la fraude. Il y aura toujours de la fraude. Imagine, là, ils sont en train de faire des votes anticipés. Les gens partent. Non, non, les gens partent dans le Grand Nord. Les bureaux de vote se déplacent en hélicoptère, en traîneau, dans les sous-marins. Donc, la fraude, il y en a toujours eu en Russie. Il y en a de moins en moins. Et il y en aura toujours un peu au niveau local. Tu as toujours un gouverneur qui va dire, pour se faire bien voir, bon, allez, bourrez un peu. Moi, je vais montrer à Poutine que chez nous, dans ma région, dans l'Oural, je sais pas, on fait 80% et pas 60%. Ça, c'est réel. Il y a des gens qui font aussi de la fraude pour déstabiliser. Après, ils font une vidéo. On dit toujours le Caucase, la Tchétchénie. Non, là, le système est ultra vertical. Si les chefs de tribu disent faut voter pour tel candidat, ils vont tous le faire discipliner. C'est comme ça. Ils font confiance dans l'ancien et le sage. Mais la fraude, je ne sais pas, si Poutine fait 70%, peut-être qu'on va se dire ouais, il aurait dû faire 60, 62%. Ok, il ne va pas faire 62, il y a de la fraude, il fait 68. Oui, c'est vrai, ça existe, mais dans les 119 millions de bulletins de vote qui vont être dépouillés, oui, il peut y avoir 5% de fraude. Ça, c'est fort possible. Par des initiatives principalement locales, de Ok. mauvaise gouvernance. Quand tu gères mal ta région, tu as bouffé les budgets locaux, les budgets fédéraux, pardon, pour des projets personnels et pas des projets publics. Tu préfères pas faire 30%, mais faire 70% pour dire au pouvoir central, ouais, non, ça se passe bien ici, ils sont contents les gens. En fait, non. Donc ça existe, bien sûr. OK. Bon, maintenant, parlons des Français et notamment de la guerre. Les Français qui sont expatriés en Russie, qui sont depuis longtemps comme toi, qu'est-ce qu'ils pensent de ce conflit? Est-ce qu'ils sont tous, plutôt pro-russes ou neutres? Ou est-ce qu'il y en a qui sont est-ce qu'il y a des Français qui militent pour l'Ukraine en Russie? Ça existe ça ou je sais pas. Donc qu'est-ce qu'ils en pensent les Français? Et aussi, est-ce qu'ils ont peur, de l'avenir? Est-ce qu'il y en a qui ont quitté la Russie? Parce que ça commence à chauffer, je rentre en France. C'est quoi l'état d'esprit des Français qui habitent en Russie? Bon, la communauté française, en gros, elle s'est coupée, elle a dû perdre 50 à 60% de ses ressortissants depuis le début de la guerre. Mais je pense que 80% des gens qui sont partis, c'est les rapatriements d'entreprises qui ont dit à leurs employés, vous partez. Mais ils ont pas Vous le êtes en- choix. Oui, oui, non, la majorité ne voulait pas partir. Ça, je peux te le certifier. Après, alors du coup, ça a quand même nettoyé aussi. Il y a quand même des gens qui sont partis parce qu'ils étaient en total désaccord. Moi, j'en connais. Il y avait des Français qui n'ont pas pu supporter ça. Il y a des gens qui ont eu peur, quelques personnes. Moi, j'en connais autour de moi, pas beaucoup. Qu'est-ce qui est resté? Ben, sont restés des Français convaincus, des Français qui n'avaient pas le choix, parce qu'ils sont là depuis 15-20 ans, ils ont femme et enfants, leur business est là, qu'est-ce qu'ils fassent? Donc, voilà. Des Français qui militent pour l'Ukraine aujourd'hui en Russie, ce ne serait pas prudent de faire ça, je pense quand même. C'est un peu comme tu es Français à Kiev et tu te bats avec un drapeau russe et un portrait de Poutine. Je pense que c'est à risque. Tu peux essayer. Si tu as des contacts à Kiev, n'hésite pas. Mais ça, c'est la vidéo avec GoPro qu'il faut faire, la vidéo qui fait un hit YouTube. Mais voilà, donc, mais non, globalement, les gens qui restent aujourd'hui ici, c'est un peu un choix. Ou alors, il y a des gens qui sont peut-être dans des établissements publics ou autres, dans la fonction publique, et qui sont là de mission, alors qu'ils apprécient ou pas, on ne sait pas. Mais voilà, l'inquiétude, oui, tout le monde a quand même de l'inquiétude. C'est quand même un pays qui est sous 20 000 sanctions, qui est en train qui mène une opération militaire qui se fait faire la guerre par l'Europe, l'Occident et l'OTAN. Donc là, on est passé au stade Russie-Ukraine, quand même au stade Russie-OTAN, là, presque. Hein. Mmh. Donc les gens se posent toujours la question de savoir est-ce que ça peut s'aggraver, est-ce que ça peut s'intensifier. Si c'est le cas, qu'est-ce que ça va être? Les gens, il y a quand même une grande partie des Européens de Russie qui travaillaient à leur compte, qui étaient des entrepreneurs et qui vendaient des services au business européen. Le business européen s'étant rétracté de Russie, ces gens-là se retrouvent un peu à devoir faire un reboot de carrière et faire autre chose. C'est pas si facile. Quand tu as 30 ans, c'est une chose. Quand on a 55, compliqué. Donc, oui, il y a des gens inquiets, il y a des gens qui ont des stress. Il y a un stress de fond dans la société, beaucoup moins qu'en 2022. Mais voilà, il y a quand même eu début de la guerre, une mobilisation, il y a des attentats, il y a des provocations, il y a des drones qui tombent. Donc, tout le monde se dit un peu, l'étape d'après, c'est quoi en fait? Mmh. Et toi, tu Les moins penses que inquiets, c'est les Russes. c'est quoi, d'après toi, l'étape d'après, tu penses que ça va se calmer? Est-ce que toi, tu crois que Macron bluffe ou pas? Il va amener des troupes au sol ou pas? Et aussi, dans l'autre sens, Poutine a dit que c'est pas impossible qu'il utilise la force nucléaire. Il bluffe ou il bluffe pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je, je suis très perplexe sur la rhétorique française, je ne comprends pas d'où ça sort. Mais surtout, je, je pense qu'il y a une rhétorique
à mon avis, il y a eu un accident de communication. Et je pense que là, je pense que le gouvernement français a fait une connerie de communication. Et je pense qu'ils sont trop jeunes, trop dans l'émotionnel, et je pense qu'ils ne mesurent pas ce qu'ils font. Maintenant, les Russes, ben, leur doctrine militaire, elle est claire, hein. En cas de menace stratégique pour la sûreté de l'État, ils frappent en préventif. L'envoi de troupes dans le sud-ouest de l'Ukraine, mon avis, non, j'espère qu'il bluffe, oui. Parce que c'est pas ça qui va faire arrêter l'armée russe. Je veux dire, donc, donc là, il y a un vrai problème. Mon scénario, moi, sur ce qui va se passer, je pense que 2024 va avoir une intensification du conflit. Et puis, je pense que en 2025, une des parties va plier. Et la partie la plus, à mon avis, la plus affaiblie aujourd'hui, structurellement, c'est l'Ukraine. Donc, je pense que c'est la partie qui va peut-être un peu baisser la garde et dire, alors, je ne sais pas sur quelle force ça va prendre, mais à mon avis, les ressources disponibles, humaines, militaires, financières, sont plus faibles qu'il y a 2 ans. Il y a quand même eu du dégât. Donc, la démilitarisation, c'est un terme qui a un sens, à mon avis. Donc, quand on voit que l'Amérique demande à la Grèce de livrer 330 chars, parce que ça veut dire qu'ils vraiment, ils sont en train de faire la fond des stocks. Et côté russe, on n'a pas l'impression que les stocks soient vides. Je lisais que dans la presse américaine, que je crois que c'est le Financial Times récemment, que la Russie, en 2024, allait produire à peu près 3 fois plus d'obus à elle toute seule Ouais, que j'ai vu, tous les ouais. pays de la coalition. Euh, Ici, il y a une économie qui est beaucoup plus industrielle qu'on pense. Il y a beaucoup d'usines. Il y a beaucoup d'usines qui ont été transformées pour soutenir le complexe militaro-industriel. Ils ont embauché 500 000 personnes en 2 ans. 500 000 emplois, hein. Donc, ça veut dire que les usines tournent. Donc, ça veut dire que la Russie est en train de produire du matériel. Et je ne vois pas comment les pays européens sans usine vont aller à l'encontre de ça encore 1 an ou 2 ans. Je ne vois pas comment c'est possible. Au rythme de destruction, des deux côtés. Mais je veux dire, il y a un côté qui accélère plus que l'autre. Donc, à mon avis, 2024, ça va être le champ du cygne. Et je pense que 2025, ça va peut-être, on va peut-être se diriger vers une sortie de crise. J'ai du mal à en voir la forme. Je ne suis pas un expert militaire non plus. Mais je ne vois pas les Russes s'arrêter à mi-chemin, en fait. Tout ça pour Ok. ça. Très bien. Alors, j'ai regardé tes vidéos, il y a quelque chose qui m'a choqué. Voilà, donc, je ne sais plus quelle vidéo c'était, mais tu disais que, bon, voilà, la politique française, ça me dégoûte, quelque chose comme ça. En tout cas, tu disais que tu n'allais plus jamais voter. Voilà, donc ça n'arrivera plus. Voilà, pourquoi? Est-ce que ça veut dire que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir de redresser la France, etc. Voilà, bon, moi, je me suis expatrié aussi parce que je pense que s'il y a peu de chances que reprenne le bon chemin, mais bon, je vote quand même. Je pense que c'est important. Ça va me prendre un dimanche une fois tous les 2 ans. Voilà, pour moi, c'est important. Mais toi, tu dis carrément que tu vas plus jamais voter. Ça sert à rien. C'est de la merde ce système. C'est ça que tu dis ou pas? J'ai pas dit merde, monsieur, j'ai dit zut. Oui, en gros. Euh, Non, je ne suis pas allé voter la dernière, plutôt par découragement, parce que je sais très bien ce qui allait se passer. Et non, moi, actuellement, je ne vote plus parce que oui, je pense que le système n'est pas sauvable. Je pense que le système n'est plus sauvable. Je pense que le modèle est à bout de souffle, en fait. Et donc, je pense que le modèle français actuel n'est pas bon. Et je pense qu'il est dysfonctionnel. Mais il est rendu dysfonctionnel principalement par les élites, mais aussi beaucoup parce que quand même, les gens se suicident en fait. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est dur à comprendre, c'est-à-dire on est sorti du bon sens. Donc, moi, j'ai l'impression que tout ce qui est dans l'Union européenne, c'est en train de mourir, que Bruxelles et l'Union européenne ont construit le mondialisme et le globalisme. Ils n'ont pas construit l'Union européenne, ils n'ont pas construit l'Europe. Donc, ils ont construit le village global dans l'Europe. Et je pense que la machine, moi, je pense que la machine va collapser. Je pense qu'elle va collapser et je prédis à l'Europe des années 90, comme la Russie en a vécu, avec une grosse différence. C'est qu'en Europe, aujourd'hui, il y a un chaos migratoire. Il n'y a pas la violence verticale des structures de sécurité comme il y a en Russie, avec les pleins pouvoirs. Et donc, ça va être compliqué. Moi, je prédis des années difficiles, malheureusement. Pas pour, évidemment, à la France et à l'Europe. Et oui, mon discours aux gens que je connais, c'est que sur un horizon proche de vie, c'est-à-dire 10, 15, 20, 30 ans, je pense qu'il n'y a aucun espoir. Aucun. Ouais, mais ça coûte rien de voter quand même, pour le moins pire, non? Alors, oui, c'est vrai. Il y a une logique à voter pour le moins pire.
il faut l'identifier. Je dois t'avouer qu'en tant que Français de Russie, russo-positif modéré, comme je me définis, les discours de tous les politiques sur le dossier ukrainien ne m'ont pas convaincu. Politique français, je parle. Donc, le moins pire m'a été, on voit de qui il s'agit, mais ça m'a quand même, ça m'a pas du tout plu. Le fait que même sur ça, il faille se mettre à genoux. Est-ce qu'on peut dire qui est le moins pire d'après toi? Bah oui, moi je suis, comme vous l'avez deviné, un homme de gauche LGBT. Donc, non, ben moi je suis plutôt, en tant que Français, un souverainiste patriote. Donc, évidemment, quand on est un patriote en France, on a le choix entre des candidats qui sont des petits candidats qui se battent pour quelque chose de sain qu'est le Frexit, mais qui, à mon sens, n'aboutira pas. Après, on a le choix de voter pour le Rassemblement national, mais moi, j'avais quelques années déjà compris que sur le dossier russe, c'était bancal. On peut le voir récemment entre les propos de Bardella qui défend l'Ukraine et Marine Le Pen hier qui j'ai mis à l'Assemblée nationale que je pense il y a aucun espoir à attendre de ce côté-là. Je pense que le RN va devenir, mon opinion, on ne peut pas être politique française un petit peu, mais va devenir un parti compatible qui va prendre le pouvoir. Et je pense que le RN va prendre le pouvoir en France, mais avec sans risque pour le système en général. Voilà. Puis après, il y avait la candidature Zemmour qui était intéressante au départ, à mon avis, parce qu'elle était une sorte de rupture et peut-être de fusion entre une partie de la droite conservatrice normale et une partie des patriotes. Mais encore une fois, c'est mon opinion, le retournement de veste après les propos sur l'Ukraine m'ont pas convaincu. Donc j'ai l'impression que ce serait plutôt quoi? Asselineau, Philippot qui a ton dans le Philippito, cœur? Hmm. non, je Non. voterai jamais pour eux. J'ai aucune confiance en Philippot et mon opinion. Et Asselineau, qui est sans doute le candidat, à mon avis, le plus cultivé. Je pense que c'est la personne qui connaît le mieux les dossiers au sens technique. Je pense qu'il a un cerveau qui fonctionne vraiment bien. Mais je me pose toujours une question, c'est comment quelqu'un qui a vécu dans ce système et dans la gouvernance politique de ce système attend la retraite pour aller le combattre. C'est quelque chose qui Hmm. est difficile à comprendre. Bah, il était un haut fonctionnaire, donc il n'était pas politique, il me semble, hein, si j'ai pas, je connais pas très Oui, très bien. Donc, oui, mais je veux dire, à partir d'un certain niveau de dimension financière pour survivre, quand on a des il faut se convictions, on fait lancer. passer des convictions d'abord. Il faut se lancer. Oui. Ah, j'ai oublié Dupont-Aignan. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, sur la surface policier, on va dire, bah, c'est mieux que Macron. Après, il y a aussi des Pas du dimensions, on va dire, des dimensions fondamentales, sociétales peut-être, on n'abordera pas, mais qui font que y a beaucoup de candidats sur lesquels j'ai quand même des doutes sur le plan personnel. Ok. J'aimerais parler un petit peu plus philosophiquement, en tout cas, de la droite, puisqu'on est dans le sujet. Mhm, Tu sais que les patriotes, plutôt, on va dire les Zemmouriens, les RN, etc., comme, voilà, mhm. comme beaucoup de mes amis, la question russe, elle divise, tout comme le Covid, tout comme le Frexit. Voilà. Donc, on peut très bien Oui, être patriote. Il y a même Israël Hamas, hein. Moi, j'ai des patriotes je connais des totalement. patriotes qui sont pro-Palestine. Voilà, ça existe. Il y a une majorité pro-israélienne, mais il y a quand même beaucoup, ça existe. Il y a beaucoup de sujets qui divisent. Donc, Russie, Ukraine, ça divise. Et là, je caricature un peu mon analyse. Moi, je me définis ni pro-russe ni pro-ukrainien, mais je vois qu'il y a beaucoup de pro-ukrainiens qui défendent l'Ukraine pour des raisons identitaires, c'est-à-dire qu'ils disent que Oui. l'Ukraine, c'est les Blancs, c'est la civilisation occidentale, les Russes, c'est un melting pot il y a des Tchétchènes, il y a des Asiatiques, c'est pas vraiment les Blancs. Nous, on est avec les Américains, etc. Donc, la civilisation, c'est voilà, les Européens, c'est les Ukrainiens, donc c'est eux qu'on défend. Donc, en fait, les pro-Ukrainiens, souvent, ils défendent pas l'Ukraine parce qu'ils ont été agressés, ils s'en foutent qui agresse qui. En fait, c'est des suprémacistes blancs, un petit peu, quoi. Et Mhm, de l'autre côté, il y a des pro-russes qui sont peut-être, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu idéalistes. Ils pensent que la Russie, c'est trop bien, c'est conservateur, il y a plein de choses voilà, c'est comme beaucoup, comme tu le disais un petit peu tout à l'heure. Donc, tout se passe bien dans le monde, on va dire, plutôt conservateur en Russie, en Asie, etc. Même si je me rapproche mhm. plutôt de cela. Donc, voilà, j'ai l'impression que c'est. C'est quoi ton avis? Est-ce que toi, tu dis, est-ce que c'est vrai que la Russie, c'est pas vraiment l'Europe, etc. C'est quoi ton analyse? Qu'est-ce que tu leur dis aux Alors, identitaires qui sont pro-ukrainiens? ben, j'adorais en fait avoir des débats là-dessus avec des opposants. Alors, il y a du vrai dans tout.
C'est-à-dire qu'en fait, clairement, on va donner les propos corrects. L'Ukraine, moi je suis allé en Ukraine, l'Ukraine c'est la Russie. Voilà, on va commencer par le début. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es à Kiev, bah, ça s'appelle le monde russe en fait. Je veux dire, c'est pas le monde asiatique, c'est pas le monde occidental, c'est pas la Scandinavie. C'est c'est comme si tu me dis je suis au Périgord, c'est pas la France. Si, ça s'appelle la France en fait. Donc Kiev, c'est le monde russe. L'est d'Ukraine, le sud de l'Ukraine, c'est l'ex-empire russe, c'est le monde russe. Ce qu'on appelle le monde russe. Voilà. Après, il y a des zones de l'Ukraine qui sont. Moi, j'avais une nounou pour mes enfants pendant 4 ans. Elle était de l'ouest, petite ville de l'ouest de l'Ukraine. Et les photos de la ville de laquelle elle était originaire, c'est pas le monde russe, c'est l'Autriche-Hongrie. C'est comme ça. Donc, c'est autre chose. Un pays peut avoir plusieurs parties. Mais voilà. Donc, déjà, pour moi, de ce que je comprends de ces zones en y habitant, la moitié de l'Ukraine, c'est le monde russe, au sens large. Après, la scission Ukraine-Russie, moi j'ai connu ça, je suis un peu plus vieux que toi, mais j'ai connu ça à l'époque Serbie-Croatie. Il y avait les ultranationalistes, les suprématistes blancs, entre guillemets, les ultras qui allaient combattre avec les Croates. Ils allaient construire une Croatie blanche, ethnique, pure, sans ces métis de Serbes, entre guillemets, mais avec des gitans. Il y avait toute cette rhétorique qui était là. Alors que bon, j'ai vu les femmes serbes, les hommes qui connaissent les femmes serbes savent que quand même c'est des Slaves. Mais voilà, donc cette scission au sein de la droitosphère, entre guillemets, elle a déjà existé. Et là, le dossier Ukraine-Russie, c'est le même. Ceux qui étaient pour les Croates sont pour les Ukrainiens, et ceux qui défendaient les Serbes sont pour les Russes. Donc, le modèle russe n'est pas un modèle parfait. C'est un modèle dans lequel l'élite politique est conservatrice, de mettre en place un modèle conservateur au point de vue de l'organisation de la société. Il y arrive peu à peu, lentement, mais c'est très long. Mais il y a des inerties locales, des particularités propres. Les femmes russes sont très libérées sur le plan personnel. C'est des femmes qui ont une culture assez scandinave là-dessus. Une femme russe, elle est scandinave sur le rapport au sexe, le rapport à l'homme. Il y a un côté, beaucoup, les femmes russes travaillent, les femmes russes ont toujours eu des droits, les femmes russes font l'armée, les femmes russes sont volontaires dans le Donbass. Donc, la femme, on est plutôt sur la princesse viking qui prend les armes. Donc, et en Ukraine, c'est pareil. Donc, mais l'idée de se dire que l'Ukraine serait plus pure, entre guillemets, ethniquement, racialement, que la Russie, c'est faux, puisque les 70% de population majoritaire slavo-orthodoxe en Russie, c'est comme l'Ukraine, c'est les mêmes. Mais la Russie étant plus grande, elle a aussi ses périphéries plus ethniques. C'est un empire, empire auquel appartenait avant l'Ukraine, partie de l'Ukraine. Donc, ce débat, il est mauvais. Mais surtout, on sait très bien le fond du problème, c'est que les gens qui défendent l'Ukraine pour des raisons identitaires, racialistes, je ne sais pas, peu importe, ils entraînent l'Ukraine vers l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils entraînent l'Ukraine vers la globalisation, vers le LGBT, vers un monde politique dans lequel tous les mouvements patriotiques ou souverainistes ou identitaires ukrainiens vont finir par être interdits, les nationalistes ukrainiens mis en prison. Ils entraînent l'Ukraine vers le destin de la France. Donc moi, quand je vois des combattants du GUD combattre en Ukraine contre la Russie, comme on a vu récemment, je suis juste atterré de l'absence de projection géopolitique. Parce que ce qu'on veut quand on est un Européen, c'est se libérer. Et on sait que là où il ne faut pas aller, c'est vers le modèle occidental américain que représente Bruxelles. Donc, on veut casser ce morceau, on veut en sortir. Et ce que fait la Russie, c'est s'extraire de cette espèce d'écosystème occidental. Donc, les nationalistes ukrainiens, paradoxalement, devraient combattre du côté russe pour libérer l'Ukraine et être sûr que l'Ukraine ne soit pas aspirée par l'Occident, mais puisse revenir ce qu'elle est, une nation appartenant au monde russe, ce qu'elle est globalement majoritairement. Donc moi, effectivement, j'observe ça avec beaucoup de curiosité et je suis très surpris. Mais la Russie, c'est une famille de familles, comme dirait Poutine. Il y a des zones qui ne sont pas des zones slaves, il y a des zones qui sont 100% musulmanes, de souche, depuis 3 siècles. Tchétchénie appartenait à la Russie avant que le comté de Nice appartienne à la France. C'est comme ça. Il y a des zones bouddhistes, il y a des zones chamaniques encore. Donc, c'est très varié, c'est très grand.
Et oui, mais quand tu es russe, tu habites en Russie, que tu es français, tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Je veux dire, les Tchétchènes, ils sont chez eux. Hmm. Tchétchénie, ça leur appartient, enfin, globalement. Voilà. Et encore une fois, la conception n'est pas la même. C'est-à-dire qu'un Tchétchène ne va pas te dire je suis russe. Il va te dire je suis un citoyen de la Fédération de Russie, mais je suis tchétchène. Et moi, par exemple, en tant que Français qui a pris le passeport russe, je ne suis pas un russe. Je suis ce qu'on appelle un russien. En russe, le russianine. Donc, je suis un citoyen de la Fédération de Russie, je suis un russien. J'ai mis le F parce que français, russien, mais tu es russien, tu n'es pas russe. Donc, en fait, c'est ça la grande différence. Et en Ukraine, il n'y a pas ça. C'est un peu comme les Corses. Donc, Mon cher. voilà. Mais je pense que l'erreur, elle est globale. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas question de dire la Russie, c'est parfait. Il est question de dire que la Russie est le seul pays aujourd'hui vivable pour un Européen, mais qui garde l'essentiel, on va dire, de la vieille Europe, tout en ne se jetant pas dans l'occidentalisation à outrance, avec tout ce que ça entraîne de ce qu'on voit et de tout ce qui apparaît pour détruire la société. Donc la Russie reste là-dessus plus conservatrice, plus authentique, plus originale. Et moi, je pense que les patriotes, les conservateurs des pays européens devraient plutôt soutenir tous la Russie. Et plus grand sera cet État, avec l'Ukraine, plus il sera puissant et plus il y aura de ressources et de capacités à s'opposer en fait à l'occidentalisation et à la soumission à l'Amérique. Et pour finir, moi j'avais écrit un article il y a que 2-3 ans, je crois, qui s'appelait Conservateurs dynamiques de tous les pays, unissez-vous, où j'ai expliqué ça. Voilà, donc le fait que le conservatisme qu'on comprend en Europe, c'est pas comme on le comprend, on le vit en Russie. En Russie, euh, le conservatisme mental, social, religieux, il s'accompagne généralement d'un très fort tropisme des gens à la technologie. Les Russes, la femme russe va être en foulard orthodoxe à l'église. Elle sera en mini-jupe le soir, mais dans les deux cas, elle aura un iPhone, elle sera connectée et elle sera très digitalisée. Donc, il y a un vrai attrait pour les Russes à la technologie qui ne veut pas dire qu'ils deviennent progressistes mentalement. Ils restent conservateurs. Donc, voilà. Et l'Ukraine est un peu comme ça aussi. Donc, l'Ukraine et la Russie sont plus proches. Mais je pense que les nationalistes ukrainiens font une erreur terrible parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est de tomber après sous le contrôle de Bruxelles. Ils vont se faire démanteler leur État, démanteler leur société, démanteler leur famille. Ils vont se faire démanteler comme c'est le cas en Europe de l'Ouest aujourd'hui, où il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Donc, Et alors, intéressant la notion de conservatisme. Alors, parmi les conservateurs, dynamique. il y a pas que les patriotes, les orthodoxes catholiques, etc. Il y a aussi les musulmans et même les islamistes. Et parmi ceux qui critiquent, parmi les pro-ukrainiens qui critiquent la Russie, ils disent que la Russie, elle est soutien de beaucoup de dictatures en Afrique, etc. Et aussi en Russie, il y a beaucoup de musulmans. Moi, je dis souvent, l'Europe, ça va être islamisé un jour. Et après, il y a des gens qui me disent, oui, mais tu vois, la Russie aussi, elle va être islamisée. Les Tchétchènes, etc., ils se développent beaucoup, ils se reproduisent beaucoup plus que les Russes, etc. Finalement, la Russie, elle va être aussi un pays musulman un jour. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quoi par rapport au fait que aux relations entre la Russie et les pays africains et au sein de la Russie, la minorité, enfin, même la grande minorité tchétchène? Alors, ben, c'est une erreur de représentation. C'est-à-dire qu'en fait, la Russie, historiquement, a toujours été, dans sa séquence historique impériale, puis dans l'Union soviétique, ultra multiethnique, multiple. C'est comme ça. Elle n'a jamais été aussi ethniquement homogène qu'elle ne l'est aujourd'hui. Maintenant, sur l'islam. Il y a deux islams en Russie. Il y a l'islam du sud du pays, sud-ouest, qui est le Caucase. Donc, c'est principalement trois républiques que sont l'Ingouchie, le Daghestan et la Tchétchénie. Là, il y a un islam vertical, politique, fort. Vertical. Il y a des femmes ne portent pas le foulard automatiquement, pas du tout, mais c'est pas ça. Mais enfin, c'est beaucoup plus religieux. Et après, il y a un deuxième euh, cœur musulman, entre guillemets, qui est un cœur musulman qui est dans la Volga. Donc, c'est le Tatarstan, le Bachkortostan, etc. C'est la minorité tatar, principalement, et bachkir. Mais là, l'islam, les Russes disent en rigolant, sans offenser personne, qu'il est dilué dans la vodka. C'est-à-dire que tu vas avoir des nanas en pantalon moulant blanc, elles boivent du champagne, elles sont musulmanes. Ouais, ok, c'est un islam de culture, de background, etc. Mais le Caucase russe, l'idée que les Tchétchènes feraient 6 enfants par femme, c'est faux. Hein. En Tchétchénie, on est à 2,5 enfants par femme cette année. Les autres républiques font un peu moins de 2. Le Caucase musulman, ces trois républiques qu'on appelle le Ditch, les trois acronymes des trois premières lettres de la République, le Ditch, on appelle ça en russe, ce sont des zones qui produisent
4% des naissances en Russie. Et c'était 5, je crois que c'était 5% il y a 15 ans. Je crois on est à 6% là maintenant cette année. C'est un peu plus. Mais ils commencent à faire moins d'enfants. Donc la tendance, c'est qu'on va rester à 5-6% des naissances. Donc il n'y a aucun risque de subversion de quoi que ce soit. Et au Tatarstan ou au Bachkortostan, où la moitié des populations à peu près est musulmane, la natalité des musulmans tatars ou bachkirs, elle est la même que les Russes. C'est 1,6 enfants par femme, 1,5 enfants par femme. Il n'y a pas du tout de. En plus, il y a beaucoup de mélange. Donc, il n'y a pas du tout de risque. Après, la Russie, moi, je ne le ressentais pas avant de venir en Russie, et c'est une expérience de le découvrir en Russie. L'islam de Russie, paradoxalement, qui est quand même différent de l'islam dans plein de pays du monde, parce que la Russie fait toujours les choses différemment, reste quand même des zones dans lesquelles ça reste quand même un réservoir de valeurs. C'est-à-dire que, paradoxalement, ben oui, une épouse d'Agestanaise ou tatar va être, elle, pour le coup, beaucoup plus orientée famille, beaucoup plus orientée sur le mari, beaucoup plus. Donc, il y a une forme de tradition à l'ancienne de comportement, par exemple, du côté des femmes qui est beaucoup plus préservée. Après, sur la dimension géopolitique, me semble, euh, oui, la Russie soutient les pays qui lui semblent être des alliés ou qui lui semblent être dans l'intérêt. Mais il n'y a qu'en Europe, je pense qu'on va bombarder quelqu'un parce que sa gueule ne nous revient pas ou parce que il serait religieux, trop religieux. En Russie, on ne pense pas ça. L'Union soviétique a été très mal perçue par le monde musulman. Globalement, malgré tout, ça passait pas trop. Il n'y a pas eu de profondeur d'intégration. Là, ça a changé. Parce que finalement, moi, je le vois à Moscou. Il y a beaucoup de touristes du monde arabe, de Dubaï, d'Arabie Saoudite. Tout cet été, ça s'est gavé. Eh ben, ils observent le modèle russe quand même. Et il faut bien comprendre, c'est que dans la société russe, les musulmans, il y en a. Donc, une serveuse russe, elle sait parfaitement comment est-ce qu'on se comporte avec des musulmans. Elle en a déjà autour chez elle, au village, dans la rue, elle a l'habitude. Et donc, les musulmans, par exemple, quand ils viennent en Russie, ben, ils se sentent dans une société forte, équilibrée, mais traditionnelle. Et le monde entier, finalement, le monde musulman, le monde asiatique, majoritairement quand même en profondeur, le monde asiatique musulman aussi, est plutôt conservateur. Donc, les LGBT, bon, ils regardent ça, mais enfin, à mon avis, c'est pas trop. Voilà. C'est pas le modèle vers lequel ils ont envie d'aller. Et quand ils voient une Russie chrétienne, mais qui laisse une place à une forme d'islam dedans, je pense que ça leur paraît plus compatible avec ce qu'ils sont. Et donc, la grande victoire de la Russie sur le plan civilisationnel et dans le contournement des sanctions, c'est ça, c'est que le monde entier se dit, oui, ben, faire comme le modèle russe, c'est quand même mieux que le modèle de la Macronie à Paris et d'Hidalgo. Donc, personne ne va être comme ça. Donc, et je pense que les Ukrainiens ne se rendent pas bien compte qu'entre Moscou et Paris, il vaut mieux que Kiev ressemble à Moscou que Kiev ressemble à Paris. Ouais, ça me semble assez clair. Ok. Et en tout cas, les Français, c'est quoi leur vision? Il me semble que les Russes, normalement, ils sont assez francophiles. Il y en a beaucoup qui apprennent le russe. Ils aiment bien la culture française. Et ça, est-ce que c'est en train de changer? Parce que j'ai vu qu'il y a les commentaires récents du Kremlin, bon, par rapport à ce qu'a dit Macron, c'est normal. Mais après, il y en a, par exemple, il y a un journaliste qui s'appelle Vladimir Soloviev, je crois, ça se prononce Oui. bien, qui a carrément insulté Macron. Même moi, ça m'a choqué ce qu'il a dit, alors que je ne suis pas un fan de Macron, mais bon, voilà, on parle, ça fait bizarre quand même d'entendre ça. J'ai l'impression que ça monte. Donc, est-ce que ça reste au niveau des gouvernements, des diplomates, ou est-ce que ça a un impact sur les Français? Donc, le Français qui n'a rien à voir avec Macron, qui habite en Russie, peut-être qu'il n'aime pas Macron, mais est-ce que lui, il est mal vu par les Russes? Est-ce que ça a un impact? Bien. Soloviev, c'est vraiment un journaliste de talk show, comme on dit, épicé, qui va dans la provocation très, très. C'est lui qui va le plus loin. Et effectivement, ses propos sur les frappes de villes françaises, pardon, ou les insultes sur Macron, je pense que c'est pas très. C'est inutile. Voilà. Après, dans la vie de tous les jours, non, le business français est toujours pas emmerdé. Les Français moi, tu vois, je fais des vidéos, je parle dans la rue, je parle français. Hmm. Enfin, mes enfants dans la rue, je leur parle français. Enfin, russe aussi, mais souvent français. Ma femme, on se parle français. Non, j'ai jamais ressenti, où qu'on aille, en province, à Moscou, jamais ressenti l'ombre d'une tension. Au contraire, les Russes sont plutôt en mode, tiens, il reste des Français. Ils ne sont pas tous partis. Hmm. Et, euh, et, euh, voilà, et c'est tout. Et une anecdote, c'est qu'en bas de chez moi, j'ai un étang, j'habite près d'un monastère, j'ai un étang dans le monastère, et moi, je faisais une vidéo, je parlais français, il y a un Russe qui passe une fois, bon, on se croise du coup, et la deuxième fois, il me dit, ah, on a déjà foutu Napoléon dehors, vous savez. Mais bon, c'était amical, enfin, c'était pas du tout.
Donc, il n'y a pas eu trop de, il n'y a pas de tension. Mais bon, effectivement, là, les élites russes sont intelligentes de faire la différence entre les gens, le business et la politique française. Mais c'est vrai que les Français de Russie n'ont pas été aidés par leur diplomatie. Là, ça a été catastrophique depuis 2 ans. C'était la grande. Ils l'ont amer, hein, les Français de Russie, sur ce qu'ils ont. Quand on leur a dit, il faut partir, il faut ci, il faut ça, partir où? J'habite là, ma femme est là. Où? Faire quoi? J'habite là. Donc, mais non, il n'y a pas de tension. Mais bon, s'il y a des soldats français à Odessa, on va voir ce qui se passe. Ok. Alors, j'ai une petite dernière question d'actualité. Alors, D'accord. aujourd'hui, juste aujourd'hui, il y a quelques heures, j'ai vu un article sur BFM TV. Il dit 61% des Français pensent que Vladimir Poutine est une menace pour la France. Donc, il y a des Français qui disent que, bon, voilà, il faut faire ça parce qu'un jour, aujourd'hui, il veut l'Ukraine, un jour, il voudra pousser plus loin les frontières, aller en Europe et un jour en France. Toi, qu'est-ce que tu en penses? 60, il y a 40% qui pensent l'inverse. Bon, ben, on est presque la majorité. Ben, je pense que les Français sont complètement. Je veux dire, ça, c'est vraiment. Allez, 2 minutes. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je ne reviens toujours pas. C'est le niveau de bourrage de crâne et de propagande de la télé française. Mais sur la Russie, on est arrivé à un niveau, c'est juste, je pense que l'étape d'après, c'est piquer les gens et les mettre en camisole parce que moi, j'écoute un peu Télé Français de temps en temps, on entend de ces choses, mais il n'y aurait pas le courant à Moscou, qu'on est en train de mourir de BHL, nous explique que les gens font la queue pour manger. Et c'est complètement fou. Donc, et c'est ça nulle part aussi. Donc, il y a un niveau de propagande qui, je pense, a zombifié les gens. Zombifié les gens. Moi, quand tout ça a commencé, je publiais des photos de la Russie. Puis bon, avec le début de l'opération militaire spéciale, j'ai continué à en publier sur mes réseaux sociaux. En fait, j'ai un client qui est parti de Russie. Et, anecdote. Il m'écrit un vendredi avec un long mail. Ta propagande sur LinkedIn. Moscou est trop belle. Arrogante. La femme est trop belle, elle est arrogante. Désolé. Et il me dit, puis je vois très bien sous-entendu, lesquels. Le ciel est bleu, les luminaires sont jaunes, c'est le drapeau ukrainien que vous provoquez. Bon, là, quand tu es oui, c'est ça. Donc, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'ils en mettent de la télé en France, mais ça doit être fort. Donc, je pense qu'il y a un niveau de zombification des gens qui n'y comprennent rien, 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 rien. Ça veut rien. Donc, on leur dit, c'est une menace, il a entendu la télé, il répète. Ça, c'est la première chose. Après, sur l'augmentation des territoires, mais pourquoi est-ce que Poutine ferait ça? C'est vrai que la Russie est déjà tellement petite et vide, ils ont besoin de place. Non, c'est une connerie. Évidemment que l'Ukraine a été ressentie comme une menace potentielle forte. Évidemment que les Russes ont, là, c'est comme ça, quand on leur dit on fait une place Maréchal Pétain ou une place Hitler, ça passe pas. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Il y a eu beaucoup de morts, ça passe pas. Ça a été ce qu'ils appellent la dénatification. Ça a été quelque chose qui est mal compris en Europe, mais c'est qu'ils ne veulent plus une élite politique qui fait une place Bandera à Kiev. On ne fait pas de place Pétain à Paris. Pour les Russes, c'est une question essentielle. On ne peut ne pas le comprendre, mais pour eux, c'est essentiel. Donc là, ils vont casser la figure au gouvernement qui permet ça. Mais je ne vois pas pourquoi les Russes auraient besoin d'envahir qui que ce soit. Le pays est immense, ils ont toutes les ressources. Avec l'Est et le Sud de l'Ukraine, ils vont prendre tout ce qu'il y a de viable dans ce pays. Donc, à mon avis, il n'y a aucune raison de vouloir s'inventer que. Mais moi, je pense que la mécanique européenne, face à la crise économique en cours, fait de la fuite en avant. Et malheureusement, en mettant le danger Russie, je crois que ça zombifie les gens et ça détourne l'attention des problèmes réels. Ils ne vont plus refaire l'expérience du Covid. Parce que durant le Covid, ils ont fermé les gens. Et ce qui se passe, c'est que les gens se sont mis à lire. Les gens se sont mis à passer leur journée sur Internet, à chercher des infos, à se renseigner. Non, non, c'est très dangereux. Et ça, ils ne le veulent plus. Ils préfèrent une population abrutie qui écoute BFM et qui vote correctement, mais ils veulent surtout pas des gens qui commencent à se poser des questions et à remettre en cause les vérités établies. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a un tel bourrage de crâne aujourd'hui, c'est pour être sûr que les veaux votent correctement. Ok, très bien. Bon, on a parlé tellement de choses, c'est très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? S'il y a des gens peut-être de ton réseau, du club, qui ont un intérêt lointain, peu importe, sur la Russie, qui me contactent avec grand plaisir. Et puis, moi, j'incite les gens à venir visiter l'âme russe sous 20 000 sanctions.
parce que c'est spectaculaire entre ce qu'on projette qu'il y a et ce qu'on voit. Donc, l'âme russe sous 20 000 sanctions, c'est une bonne motivation pour faire un voyage en Russie. Alors, si on veut aller en Russie, il faudrait au moins combien de temps? 2, 3 jours, ça suffit pas. Il faut quoi? Il faut une semaine? Qu'est-ce que tu Non, conseilles? si tu fais maintenant, ils ont lancé depuis les opérations militaires spéciales le e-visa. Donc, tu peux faire un visa en ligne. Ça prend 4 jours, ça coûte 50 €. Il est valable 16 jours. Il n'est pas sur le passeport. Top. Donc, tu fais un e-visa. Pour venir en Russie, bah, il y a il y a de plus en plus de pays qui ouvrent avec la Russie maintenant. Donc, si on parle des Européens, admettons, tu as les États du Maghreb, donc la Tunisie, le Maroc et l'Algérie font des connexions quasiment journalières. L'Algérie, je crois que c'est 3 vols par jour maintenant. Ensuite, tu as la Turquie qui est un très gros hub de transfert. Tu as la Serbie. On peut aller en Serbie et de Serbie aller à Moscou. Après, les États du Caucase, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan. On peut voler dans un de ces pays et de ce pays, on remonte en Russie. Et puis, bah, les pays d'Asie sont ouverts, hein. Hmm. Dubaï, c'est ouvert. Vietnam, c'est ouvert. Thaïlande, c'est ouvert. Chine, c'est ouvert. Inde, c'est ouvert. Donc, en fait, il y a beaucoup d'endroits où on a aussi, et en prenant des connexions par des pays comme l'Azerbaïdjan, l'Algérie, il y a des vols maintenant aller-retour de France à 600 €, 500 €, 100 €, donc c'est pas très cher. On peut Ah, venir en Russie facilement. ouais. Par contre, une fois en Russie, on peut pas payer par carte, etc. Il faut prendre du cash, c'est ça? Alors, on ne peut pas payer par carte, les cartes sont désactivées. Donc, il faut venir avec du cash. On peut venir jusqu'à 10 000 $ ou 10 000 € par personne sans déclarer. Si on a plus, c'est légal. Il faut juste le déclarer, passer au corridor rouge à la douane, parce qu'on paie, signer un papier et il n'y a pas d'impôt. Et ce qui est très facile et faisable, c'est d'ouvrir un compte en banque. Ça prend 1 heure. À Moscou, d'ouvrir un compte en banque. Dans une ville russe, on ouvre un compte en banque en 1 heure. Tu peux poser ton cash dessus et tu as un compte en euros, un compte en rouble, une carte de paiement et tu sors de la banque avec ta carte. Donc, c'est ultra facile, même pour les touristes, même pour le pays non amical. Ils sont très, très, très open, les Russes. Donc, c'est plus simple d'avoir Ah une bon. carte sur soi russe. Ouais, Même pour un touriste qui vient pour 1 ou 2 semaines, il peut ouvrir un compte bancaire. Il n'a pas d'adresse en Russie, etc. Mais il peut ouvrir un compte bancaire. bien sûr. Ok. Après, il Je le peut fais garder très, son très souvent. compte, revenir un an Ouais, après, garder le. Ah, c'est voilà. intéressant. Il a une application en anglais des banques. Il peut faire ses transferts, machin. Ouais, c'est très simple. Mm. Par contre, c'est difficile de faire des transferts de l'étranger vers la Russie et de la Russie vers l'étranger. Il faut venir Alors, avec le cash. euh, alors envoyer de l'argent en Russie par des pays tiers, ça marche. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a des banques qui envoient encore l'argent vers la Russie. Les pays du Caucase, la Turquie, Dubaï, les pays arabes. Il y a beaucoup de pays, en fait. Il n'y a que l'Europe qui sait vraiment. Donc, envoyer de l'argent en Russie est très simple par un pays tiers, par la Géorgie, par l'Azerbaïdjan, ça marche. Après, sortir de l'argent de Russie est plus compliqué. Mais dans le pays tiers, il faut ouvrir un compte en rouble et il faut transférer vos devises en rouble et de ce compte en rouble, remonter de l'argent en rouble vers la Russie. Ça marche. C'est pas sous sanction, ça. Ok, très bien. Bon, ben, merci beaucoup. C'était très intéressant et j'espère qu'on se Merci, reverra Marc. bientôt. C'est quoi la prochaine? Donc, c'est que tu vas voter alors demain, après-demain? Ah ben moi, j'ai le passeport russe, je vais voter, je vais faire une vidéo, ouais. Je vais aller voter. C'est une expérience étonnante en Russie parce que tu votes et ton candidat gagne. Un truc incroyable. Ça n'arrive jamais en Europe. Ouais, ça m'est pas arrivé depuis 2007, Sarkozy. Ah ouais. Bref, Bah non, c'était il y a je longtemps. votais pas à l'époque. Ouais, ah ouais, ouais. Merci beaucoup. Passez un bon, on est quel jour? Jeudi soir. À très vite. Bonne fin de semaine. À bientôt. Merci Marc. Bonne soirée, à bientôt, au Merci revoir. Alexandre. Ciao, ciao.